Une cinquantaine de films en tant qu'actrice, une petite dizaine sous la casquette de réalisatrice, Nicole Garcia affirme depuis près d'un demi-siècle une personnalité hors du commun, en perpétuelle recherche, audacieuse et réfléchie. Alors que la réalisatrice prend de plus en plus de place, l'actrice, elle, s'épanouit. Comment est-ce qu'on devient actrice? Il y a pas mal de voies possibles, mais la plus impérieuse peut-être, c'est celle quand on le décide quand on est adolescente, parce qu'on ne sait pas du tout à quelle vie ça vous destine. Donc c'est quelque chose de un peu le génie qu'on peut avoir quand on est adolescente, de sentir ce qui va vous sauver, ce qui va être bien pour vous. Et être sur une scène, être regardé et parler, c'est comme si on rétablissait, comme si on réparait quelque chose du silence et des ombres de l'enfance. Enfin, je dis mais c'était comme ça pour moi en tout cas. C'est Nicole Garcia, un minois charmant, deux yeux intelligents et spirituels, faite pour le sourire et sachant le faire naître chez les autres. Entrer au conservatoire a été une joie pour moi incroyable, parce que tout d'un coup c'était un peu comme l'aboutissement d'un rêve qui était encore le rêve de gosse. À 13 ans, je serais actrice. Et puis, le jour où tu es reçue au conservatoire, c'est quelque chose... Marche dans ta détermination. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on vit comme... comme un peu éblouissant. Elle a commencé à tourner, même très jeune, à jouer. Et puis, ça s'est arrêté. C'est des métiers difficiles, hein. C'est des métiers de gladiateurs, comme disait. Quand le pouce est baissé... Et après le conservatoire, et en dépit d'un premier prix... Mais oui, monsieur, en dépit d'un premier prix, je ne travaillais pas. Et avoir 20 ans et être au chômage, je trouvais qu'il y avait quelque chose là-dedans qui n'allait pas du tout, quoi. Qui allait pas du tout, surtout dans l'assurance dans laquelle j'étais, que j'allais être actrice, que je ne voyais pas quelle épreuve j'allais pouvoir, ou quel barrage j'allais pouvoir rencontrer. Et puis tout d'un coup, c'est ça, c'était... je me baladais avec mes photos partout... Dans les couloirs des buts de Chaumont, et voilà, et on ne voulait pas de moi, c'était ou trop grande, ou trop maigre, ou trop ceci. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et donc je me suis souvenu que j'avais beaucoup aimé la philo en terminale. J'allais dire la philosophie. Oui, la philosophie en terminale. Et je suis reparti à Sancier. Elle a repris la fac. Et donc, on était venu la rechercher pour en tournée, remplacer quelqu'un dans un rôle secondaire dans une pièce de Tchekhov. Et puis c'est vrai que c'est arrivé par Patrick Chenet, qui jouait à Nanterre, dans une scène de Pierre Debauche, la Cerisay. Et l'actrice qui jouait Dounia Chaï n'a pas voulu faire la tournée. Il dit, moi j'ai une copine qui était très bien au conservatoire, qui est repartie en fac. Et voilà, et c'était moi, et il m'a rappelé comme ça. Elle avait une dimension comique qu'elle n'a pas complètement exploitée d'ailleurs, hein. Elle est plutôt allée vers un personnage plus dramatique ou sensible ou réaliste, quoi. Et c'est vrai que j'ai des amis qui me disent souvent, mais pourquoi tu écris des choses plutôt conflictuelles, sombres ou dramatiques ou tragiques, voire tragiques, alors que tu es dans la vie quelqu'un de drôle. Mais je ne peux pas vous le démontrer que je suis drôle comme ça, c'est un peu difficile. Tu sais ce que c'est, une atmosphère? Oh, bah, Strezal est unique. Oh, il y a plein d'eau, des petites fleurs partout. Oh, puis une vue, oh, superbe. Oui, une vue superbe. Elle est très rieuse, elle est très sensible à l'humour, à la déconnade, au décalage, des trucs un peu fous, quoi. Ça lui plaît bien. Quand Rivette m'avait vu au théâtre, il m'avait dit je voudrais exactement ça, dire la même interprétation d'un personnage qui était pourtant une sorte de ticket girl dans un bar à Berlin. Et j'ai jamais compris la parenté qu'il faisait entre ces deux personnages. C'était Rivette, c'était son cinéma, c'était son monde, et ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais imaginé alors pour le cinéma. Tous les films que je fais dans ce début de ma brillante carrière, c'est des films que j'ai faits en jouant en même temps au théâtre, et pour moi c'était le théâtre qui était essentiel. Mais j'ai fait des films qui m'ont quand même beaucoup, qui après réflexion ou après expérience vécue, ont beaucoup compté pour moi. C'était avec Laurent Hellman, fait La Question. Sa mère voulait pas qu'elle le fasse. Elle m'avait appelée. Brigitte, dites-lui que si elle fait pas le film, je lui fais les rideaux neufs. Elle voulait pas qu'elle fasse ce film. C'était une croix pour elle. Et pour Nicole, ça a été très dur, le retour dans la famille. Après avoir fait le film, qu'elle a eu raison de faire. Là, elle a été très, très courageuse.
Ma famille m'a beaucoup critiqué de faire la question. Je leur ai expliqué qu'il n'était pas question de... On ne disait pas de mal des Français d'Algérie, mais on disait simplement... On parlait de ce qui s'est passé dans l'armée française. C'est l'armée française qui était hautement critiquée et dont on révélait les actes. Mais j'ai eu du mal quand même. Ils m'ont fait passer quand même un été sans parole à cause de ça. Ce que nous voulons, Madame Audineau et moi, c'est que la commission de sauvegarde obtienne des nouvelles de nos maris. Ah mais c'est vrai. Vous me demandez si moi j'ai été torturée. Pas encore, Monsieur le Président. Mais c'est de mon mari que je suis venue vous parler. La guerre d'Algérie, bah oui, ça a été comme la cassure, le schisme de mon enfance, quoi. Oui, quand il est convenu d'appeler un exil, quand on a vécu 15 ans sur une terre, et surtout quand ses parents s'y sentent comme, effectivement, comme chez eux, en tout cas, ont cette folie de le croire, et voilà, mais qu'on les voit vivre comme ça, après on reçoit... Moi, je pense que j'ai reçu un chagrin, je dis parfois en héritage, quoi, de mes parents, parce que moi, je comptais partir, justement, pour faire cette carrière tellement espérée, de jouer au théâtre, donc d'aller à Paris. Mais j'étais contente de partir. J'étais contente de partir de chez moi. Mais pour eux, ça a été vraiment quelque chose de très difficile, de très douloureux. Et je respecte beaucoup cette peine qui a été la leur. Voilà, bien que voilà, la grande histoire voulait cette indépendance, mais voilà, il y a plein de gens qui n'avaient pas été ni politisés assez, ni voulu l'être pour ne pas le vivre comme un cauchemar. La question de la guerre d'Algérie, Nicole Garcia se la posera sur plusieurs films. Parmi eux, L'honneur d'un capitaine de Pierre Schoendoerfer en 1982. C'est un film que j'aime énormément et j'aime beaucoup Schoendoerfer, j'aime beaucoup la manière qu'il a, la poésie qu'il a pour parler voilà, de la guerre et de tout ce qui l'accompagne. Et c'est un film qui est important. Enfin, en tant que réalisatrice, elle l'abordera dans Un balcon sur la mer, film forcément sur la mémoire et le déracinement. Le scénariste avec qui j'ai écrit tout l'ensemble de mes films, Jacques Fieschi, qui est originaire comme moi d'Oran, qui m'a poussé à... Je voulais le situer, c'est une idée que j'avais, mais je voulais le situer dans un autre... au Nigeria, dans un autre pays, une autre histoire. Il m'a dit, mais non, là tu es trop dans l'évitement. C'est un évitement grossier, quoi, de ne pas oser aller le situer là où les choses se sont passées. Et donc... Voilà, il m'a convaincu, donc on a parlé là de l'Algérie. Mais lui, il avait fait déjà un roman assez extraordinaire qui s'appelait Un homme à la mer, où il racontait comment, à 13 ans, il avait fait cette traversée d'Oran à Marseille. Et il avait cette phrase très très belle, disons, dans cette mer Méditerranée, cette mer d'huile, mon enfance coulait à pic. Et c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué, ça. Peut-être que toutes les enfances ont coulé à pic entre la France et l'Algérie. En 1978, elle tourne Le Cavaleur sous la houlette de Philippe de Broca, réalisateur de L'Homme de Rio et du Magnifique. Il transmettait son énergie, son enthousiasme, la générosité qui était la sienne. Il était très complice avec ses acteurs. Rochefort, Belmondo, Marielle. Je n'ai pas fait partie de cette bande. D'aucune bande, d'ailleurs. J'ai l'impression qu'ils excluaient quand même un peu les femmes. Gentiment, mais sûrement. Elle obtient pour Le Cavaleur le César de la meilleure actrice dans un second rôle. J'étais sûr qu'il y avait un coffre enterré avec un trésor. Je m'étais procuré une pioche. Et je creusais, je cherchais. J'y passais des journées. J'entendais tout le temps parler d'un oncle. Un frère de ma grand-mère qui était parti en Amérique. J'étais sûr qu'il reviendrait pour me dire où se trouvait le trésor. Pour moi, le roi de l'or, c'était lui. Mon oncle d'Amérique. Je le cherche toujours. Tu as 5 ans. Ce film-là, j'en parle comme quelque chose qui enclenche vraiment le cinéma, parce que c'est vrai, quand on
À la sortie d'un film avec Alain Resnais, on a découvert ce que c'était que le cinéma. Quand je réfléchis à mon désir de cinéaste, il me semble qu'il a pris sa source dans ce film, Mon oncle d'Amérique. Et tout m'arrivait en même temps. Ce rôle, je l'ai vécu tout au long du tournage comme une espèce d'imposture. Et en même temps, je le regardais lui, Alain, ses rapports avec les techniciens, sa complicité avec l'accessoiriste, le goût qu'il avait à la fois pour le récit et l'importance du détail. Je regardais ce triumvirat qu'il formait avec Philippe Brun et Sacha Vierny à l'image. C'était un second baptême de cinéma. En tournant dans la grande fresque de Claude Lelouch, Les uns et les autres, elle rencontre à la fois un rôle marquant et un succès populaire. Dans Les uns et les autres, c'est un film qui était effectivement, qui m'a donné une sorte de popularité très, très, très rapide, parce que tout ce que le film raconte, et en particulier ce que je racontais dans cette histoire qui suivait plusieurs destins, a beaucoup touché les gens, cette histoire vraie de cette femme qui, quand elle a senti, cette très jeune femme, quand elle a senti que le wagon à bestiaux approchait la frontière allemande, a fait passer son enfant, elle et son mari, par le trou des toilettes qu'il y avait les toilettes improvisées dans le wagon, pour qu'il soit... Et cet enfant est abandonné là, sur les rails, en plein hiver. Laisse-moi. Laisse-moi. C'est une histoire vraie que Lelouch illustrait là, qu'on racontait. Et c'était très frappant, je crois, qui a beaucoup ému. En 1983, elle poursuit son exploration d'univers et de cinéastes différents et tourne dans Garçon, de Claude Sautet. Garçon est un film, oui, qui a tout le talent de Sautet pour la description des cuisines d'un grand restaurant, avec Bernard Fresson, qui est absolument extraordinaire. Mais j'ai l'impression que Sautet n'était pas encore... il avait perdu Romy Schneider, et j'étais pas une actrice vraiment pour lui. Je pense qu'il a rencontré de nouveau une actrice pour lui avec Emmanuel Béard. Moi, j'ai servi de transit un peu entre les deux, de passage, mais je crois qu'il y a quelque chose qui n'était pas tout à fait dans la féminité dont il rêvait avec moi. C'est une époque aussi où on m'a mis beaucoup avec des fiancés qui étaient tous des hommes beaucoup plus avant que moi dans la vie, quoi. Des maris charmants, mais c'était... voilà, il fallait trouver quelqu'un, donc j'étais là pour, mais c'était pas... Je veux dire, c'est la première fois peut-être, puisqu'on parlait de René, où j'étais un personnage prise pour elle-même, quoi. Pas une compagne. Péril en la demeure, en 1985, témoigne du mystère de l'actrice et de sa complexité. Le scénario était tel que son personnage était quelqu'un qui jouait beaucoup sur l'ambiguïté, comme celui de Michel Piccoli, comme tous les personnages d'ailleurs dans Le Péril en la demeure sont des gens qui ne se révèlent pas entièrement, on ne sait pas très bien ce qu'ils pensent. Avec Michel Deville, tout est très planifié, tout est très découpé, on sait où on va. Donc, ce qui est bien parce qu'on sait dans quelle mise en scène on s'inscrit et on sait qu'on sera filmé en plan moyen, ensuite qu'il y aura un plan d'ensemble et qu'après on reprendra un gros plan. Donc on sait comment livrer notre émotion, à quel moment il la choisira. Je m'étais mise un peu en péril, dans un petit jeu de mots. J'étais très pudique et je crois que Deville est arrivé à arracher beaucoup, à mettre à mal beaucoup de ses pudeurs et de tourner comme j'ai tourné, c'est-à-dire parfois dans une presque nudité. Il me l'avait expliqué très justement par rapport au personnage. Et c'est un personnage qui était en fait si désespéré, si mélancolique à un moment de sa vie. Il n'y paraissait pas, mais elle l'était, dans son mauvais mariage avec Piccoli. Et donc, le professeur de guitare de sa fille lui a plu, et c'est comme si elle se jetait là-dedans, même en rivalité presque avec sa fille. C'est ça qui était très intéressant, même qui n'était pas exprimé, mais qui était justement par l'ardeur qu'elle avait au plaisir, était exactement à l'inverse, tout ce qu'elle pouvait charrier en elle de mélancolie et comment elle trouvait par là le moyen de s'en défaire au moins un moment.
On a fait des répétitions. Michel Deville nous a expliqué exactement son découpage. Mais c'était extraordinaire parce que là, c'est vraiment chaque plan était découpé, chaque plan était mesuré au millimètre. Donc on savait exactement ce qu'on allait faire. Et il n'allait pas nous lâcher comme ça au milieu d'un lit et nous demander de nous ébattre ou en tout cas de. Et donc c'était une mise en scène véritable. Donc et ça a rassuré, je crois, beaucoup aussi Nicole Garcia qui est quand même une personne assez, je pense, inquiète et qui n'a pas peur de se livrer, mais qui est un peu parfois sur la défensive, même dans ses relations, je pense, avec les gens. Donc elle a cette générosité et en même temps cette distance qu'elle met toujours de peur d'être peut-être happée ou qu'elle préserve en tout cas sa liberté. Elle est capable de grande légèreté, de comédie. Bien sûr. Et puis derrière, il y a toujours quelque chose quand même, cette interrogation qui est au fond d'elle, qui remonte toujours à la surface, comme une bulle qui vient éclater au milieu d'une phrase, et qui fait que ça, tout d'un coup, il y a quelque chose de plus grave qui se passe. Et en même temps, elle a cette voix aussi, hein, qui est aussi dans les graves, qu'elle utilise aussi. Il y a un timbre. En seulement quelques films, Nicole Garcia a su imposer sa personnalité singulière au cinéma. C'est quelqu'un qui a un charme incroyable, qui est très fort et qui nous ensorcelle, qui ensorcelle beaucoup de gens d'ailleurs. Elle parle toujours avec une pointe d'interrogation au bout de sa phrase. On a beau lui demander quelque chose, elle vous répond, mais avec toujours comme si c'était pas évident, c'était pas sûr, ou c'est quelqu'un qui s'interroge, je pense, beaucoup. Il y a toujours une forme d'interrogation, un point d'interrogation à la fin de sa phrase. C'est une actrice étonnante, hein, c'est une formidable actrice, ça compte, hein, ça a du poids dans le cinéma français, dans le théâtre, enfin, être acteur d'un niveau, d'un vrai niveau. J'ai plus la force d'être leur mère. Ils comprendront peut-être plus tard. Quand ils seront en âge d'aimer, je vais enfin aller le rejoindre. Ça fait 1 an qu'il m'attend. Et Dieu m'a exaucé, je vais enfin mourir. Évidemment, là-haut, on n'aura plus nos corps. Mais nos âmes seront réunies et rien ne pourra plus nous séparer. Heureusement que le paradis existe. Sinon, on deviendrait fou. C'est l'histoire de ma mère. Donc, fantasmée, bien sûr, puisque je l'ai perdue à 6 ans et demi. Je me souvenais pas bien. Brigitte me faisait jouer le rôle de sa mère, donc j'étais très, très émue, un peu encombrée presque de cette charge-là, puisque justement il y avait la mort. Pour elle, qui dans la vie réelle était une petite fille de 5 ans, quand sa mère mourait, je sentais que c'était une scène qui était difficile et importante pour elle. Et Nicole, elle pleure pas, et dans Outre-mer, je voulais qu'elle pleure. Quand elle fait sa mauvaise prière, ce que j'appelle qu'elle donne tous ses enfants contre son mari, sinon j'irai plus jamais à la messe, mélange le comique et le pas comique, et elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas à le rentrer, hein, elle n'arrivait pas. Et à un moment, elle était dans la salle de bain derrière, je vais la voir, je lui dis, Nicole, je peux te dire quelque chose de terrible, d'atroce. Je ne vais pas vous dire ce que je lui ai dit. Je lui ai dit un truc atrocement tragique qui pouvait arriver, qui aurait pu arriver. Elle m'a dit, pars-toi. Je suis allée me planquer contre le mur, contre la caméra, parce que c'était pas très grand. Et elle est rentrée et elle était dévastée pour faire ce truc-là. Je vous donne mes enfants. Prenez-les tous, même la petite. Oh non. Ayez pitié de moi. Pardonnez-moi. Et je trouve que c'était un grand moment de Nicole. Voilà. Et que quand il y a ces moments-là, par hasard, qui arrivent, il faut les laisser venir. Bah oui. Nicole Garcia confirme son statut d'actrice qui compte dans le paysage du cinéma français. Mais déjà, une autre facette du métier l'appelle. Faire un film, je pense que c'était une des choses inconscientes que je peux voir maintenant, mais qui m'ont poussée, alors que bon, j'aurais pu continuer une vie d'actrice,
mais ça a été assez impérieux pour quand même, moi que c'est quelqu'un du doute, je passe là-dessus et je dis un jour, ben voilà, je vais faire un premier film avec un court-métrage d'abord et puis un week-end sur 2. Son agent lui disait tout le temps tu vas foutre en l'air ta carrière si tu passes réalisatrice. Et Nicole, oui, je veux le faire quand même. Ce qui a été pour moi déterminant, c'est l'expérience, le temps du montage. Le montage a été pour moi quelque chose comme une révélation de ce qu'était le cinéma. C'était pourquoi il y a un moment où on se passe des mots, on se passe du sens qu'on voulait faire passer, on se passe de tout. Et l'image qu'on a tournée est là, et c'est elle qui a force de loi, et c'est dans l'entrechoc des images qu'un autre sens apparaît, beaucoup plus profond, beaucoup plus... Voilà, qui émane beaucoup plus de votre personnalité profonde, même parfois inconsciente, et c'est un vertige. Elle m'a téléphoné, elle cherchait un scénariste pour son premier film de fiction, premier long métrage. Elle avait essayé avec un ou deux autres, ça n'avait pas trop marché. Et voilà, elle m'a parlé de cette histoire d'un week-end sur 2, là. Je lui ai dit, écoutez, je connais pas grand-chose à l'enfance. À l'époque, c'était ça. Enfin, je connaissais la mienne propre, mais enfin bon... À l'époque, j'avais pas eu d'enfant. Il se trouve qu'ensuite, j'ai été amené à m'occuper d'un enfant. Et puis, je connais strictement rien aux météorites. Mais enfin bon, je veux bien essayer avec vous. C'est comme ça qu'on a fait ensemble 9 films. Et je pense que c'est quelqu'un qui m'a vraiment appris à écrire et à... Plus qu'écrire, d'ailleurs, ce qui m'a appris à entendre quelque chose du cinéma, enfin de l'écriture au cinéma. Elle a besoin assez vite d'avoir un visage et ensuite d'avoir ce rapport affectif qu'elle entretient, qu'elle crée avec l'acteur, qu'elle a créé avec Auteuil, avec Lanvin, avec Dujardin, beaucoup, et puis aussi avec des femmes, puisque, disons que dans les films qu'on a fait, c'est un peu... Ça se balance à peu près également entre films où le féminin l'emporte et où c'est plutôt le personnage masculin qui est le plus important. Il y a une inquiétude, voilà, il y a une inquiétude profonde qui est liée à son histoire et dès le début de sa vie, voilà. Après, elle nous en parlera pas, ça la regarde, mais cette inquiétude a été productrice, elle a été créatrice. Elle avait envie de filmer une femme qui veut plus de son mari, de filmer une femme seule avec ses enfants, une femme un peu paumée et en même temps avec une énergie tout à fait... quand elle cherche son petit garçon dans les rues à Madrid et tout ça, il y a quelque chose qui est très cinématographique. Camille, je la connais, je l'ai connue assez vite, quoi. Je l'ai aimée et je l'ai interprétée avec plaisir. Un besoin de liberté, un besoin de faire ce qu'on veut, un besoin d'être proche de son enfant. Enfin, il y avait quelque chose de très féminin là-dedans. Elle se donne tellement à son film, on sent que c'est tellement vital pour elle, etc., que c'est quelqu'un à qui on a envie de donner beaucoup. Elle n'irait jamais rassasiée, elle en voudrait toujours plus. Si on pouvait faire des journées de 50 heures, elle les ferait. Hein. Elle a certainement beaucoup bossé en amont pour préparer le film. Elle connaissait les tournages, elle connaissait le cinéma, elle connaissait les acteurs, elle connaît son métier d'actrice. Et donc, Nicole, elle a toujours peur de rater quelque chose. Elle a toujours peur de rater quelque chose, et alors qu'elle ne rate pas énormément de choses. Nicole est une grande spécialiste de l'hésitation. Elle hésite beaucoup. Elle est pétrie de ce doute, Nicole Garcia. Mais c'est sa façon d'avancer.
C'est-à-dire que c'est pas le doute ou bien ça vous enlise définitivement. Et bon, tout s'arrête. Ou bien alors, visiblement, c'est pas son cas chez elle, pas le cas chez elle. Et donc, elle avance à travers le doute. Effectivement, des foucades, des reculs. Elle revient et puis elle va trouver. Mais elle a besoin de cette médiation, d'interrogation, de doute, qui peut être parfois un peu déconcertant pour ceux qui travaillent avec elle. Mais enfin, à vrai dire, non, parce que comme elle crée quelque chose de très affectif autour d'elle, on la suit, quoi. Que je peux définir souvent comme quelqu'un du doute. Là, je n'ai eu peur de rien. Larousse, c'était très amusant à faire et tout. C'était l'automne, il faisait un froid, mais un froid à crever. et elle a voulu, tu vas dans l'eau, mais jusqu'au bout, puis tu reviens doucement, etc. J'étais comme un concierge. Non, tu continues plus loin, etc. Ah là là. La réalisation est une chose qui lui plaît beaucoup. Voilà, elle est faite pour ça. Les femmes dans le cinéma, elles sont fortes. Hein. C'est vrai. Hein. On écrit avec ce qui vient. Et ce qui vient, c'est toujours quelque chose, c'est vrai, qui est teinté de choses plus profondes, plus complexes, de rapports entre les gens plus difficiles. Bien, il y a une ébauche de sujet qui vient d'elle ou qui vient de moi. Mais c'est vraiment très peu de choses. Enfin, c'est une intuition de sujet, disons. Et puis après, on commence à en parler. Ça se nourrit, ça se parle, ça s'augmente, jusqu'au moment où on écrit, enfin, c'est plutôt moi qui écris, un traitement, ce qu'on appelle un traitement. Il y a comme une nouvelle, si vous voulez. Trouver en soi le désir assez fort d'un sujet. Quand c'est un livre qui vous le donne, c'est formidable, mais sinon, il faut partir pour un scénario original avec, au départ, une idée qu'on bricole pendant longtemps, mais enfin, qui est assez forte pour tenir, et après que je mets en discussion avec Jacques. Donc, savoir si y a matière à raconter une histoire, une vraie histoire, des personnages, avec cette petite boule bricolée que je lui apporte. Et on écrit. Et ça peut être la période la plus longue. Si tout va bien, si ça a convaincu suffisamment de gens autour de nous, eh bien, on passe à l'écriture du scénario, du scène à scène. Et ça, on parle de la scène ensemble, on la parle ensemble. Ensuite, moi, je l'écris de mon côté, et je reviens avec ma copie, et on la reprend ensemble, on la rebalance ensemble, on la reparle ensemble. Quand on a fait Place Vendôme avec Catherine Deneuve, on est allé à la Bourse d'Anvers, on a vu des joailliers, des tailleurs de bijoux, des professionnels, des escrocs, que sais-je. Voilà, et donc à ce moment-là, on devient plus familier avec l'univers qu'on décrit. Je me suis découvert ce qu'on ne sait pas d'abord quand on commence, quand on est seulement actrice, un amour pour les acteurs. Enfin, j'ai pu montrer mon amour pour les acteurs en devenant... C'est peut-être le bénéfice secondaire le plus fort que j'ai connu. Je cherche toujours, quand j'écris un rôle, après l'acteur qui, pour moi, est au plus proche de ça, où le travail de composition sera le moins long, le plus... Et c'est connu de dire que c'est là que se passe vraiment le casting, quoi, et la réussite presque du film et du personnage et de son incarnation dans le film, si on choisit un acteur qui est au plus près de ce personnage. C'est une idée du niveau où le rôle peut être joué, un peu comme un là, quoi, que je leur donne, et qu'ils atteignent. D'abord, je marche toute seule dans les décors et je suis un peu tous les personnages. Donc, et c'est toujours la pulsion du jeu ce qui me donne le premier dessin, disons, qui peut se corriger après, le plus vague de ce qui est convenu d'appeler la mise en scène. Dans les films qu'elle réalise, Nicole Garcia attribue les premiers rôles à des stars. Comme si je prenais des acteurs qui sont désirés par tous. C'est bien ça, la star. Et donc, ils n'ont pas un prix à mes yeux pour ça, mais
ça compte dans l'érotisme qu'il y a à les capturer à mon tour et à leur faire des choses, souvent, qui sont un peu loin de ce qu'ils ont fait avant, ou un peu différents. De les emmener dans d'autres chemins, dans d'autres sentiments, d'autres peurs, peut-être. Hein. Je leur communique ma peur, à eux aussi. Avec Mal de Pierre, elle offre justement à Marion Cotillard l'un de ses rôles les plus forts. Nicole, elle peut être comme ça. Elle peut avoir cette grande chose à l'intérieur d'elle qui va être une grande respiration, mais qui va pouvoir aussi la dévorer, en fait. Et comme elle est actrice, elle aussi, dans sa manière d'amener l'acteur à faire une scène, il y a beaucoup de respiration chez elle. Il y a quelque chose où elle retient son souffle et puis elle le laisse aller en même temps que l'acteur. Parfois on l'entend derrière la caméra respirer, accompagné par un souffle. L'acteur. Et sur toutes ces scènes très mélodramatiques quelque part, je la sentais vraiment avec moi. Je sentais qu'on respirait ensemble, qu'elle m'accompagnait dans le souffle le plus subtil. Elle tente beaucoup de choses et ça peut être parfois tout et son contraire. Donc à un certain moment du tournage, je me disais que j'avais besoin d'être préparée à toute éventualité, à pouvoir tourner une scène ou faire une prise et puis aller dans une direction totalement différente, avec toujours cette recherche d'authenticité, donc même dans des choix totalement différents, des directions totalement différentes, j'avais cette confiance en elle que on pouvait trouver l'authenticité dans chaque manière de faire la scène. Et ça m'a fait un peu peur au début. Je me suis dit, j'espère que je ne vais pas me perdre là-dedans. Et puis on était tellement ensemble, toutes les deux, qu'à partir du moment donné où j'ai été prête à tout, à explorer tout ce qu'elle allait me demander d'explorer, c'était très rapide. Elle pouvait me dire surtout, voilà, reste presque froide à ce moment-là, et puis en plein milieu de la prise, me demander d'éclater d'émotions, et je dois avouer que c'est un exercice que j'ai adoré dans sa chambre à lui, le moment où elle découvre qu'il n'est plus là. En fait, toutes les scènes du corps en mouvement, quand elle retourne à Paris, quand elle va à cette adresse, en fait, pour la première fois, toutes ces scènes en mouvement, où le mouvement va l'amener à une chute, quelque part. Une chute intérieure, une chute physique, parce qu'elle n'arrive plus à tenir sur ses jambes. Quand elle est en mouvement dans l'escalier et qu'elle va découvrir que tout ça n'a pas existé, en fait. Mal de Pierre est avant tout un film qui interroge l'amour à travers une passion dévorante, confrontée à un amour qui se construit au fil du temps. Mais peut-être que l'harmonie et l'équilibre, c'est de vivre effectivement les deux. D'avoir une expérience d'amour passionnelle et dévorante. Et ensuite, on porte ça en soi. Et puis d'avoir aussi un amour peut-être plus posé, peut-être plus construit. Et d'avoir la chance de connaître tous ces amours. C'est peut-être ce qui nous enrichit et ce qui fait qu'on porte l'amour en nous de manière si grande. Les films de Nicole Garcia s'intéressent avant tout aux rapports familiaux, source de tous les troubles. C'est le premier terrain d'observation et c'est une observation si riche, si
Et c'est terrible en même temps que c'est le lieu, la famille des plus grands... la plus grande force, en même temps, de très grande fragilité, de grandes tensions. Alors autour de moi, on a jugé que j'avais déçu. Que j'étais plus montrable. Alors oui, conseil de famille. Et on m'a interné. Combien de temps? 7 mois, 25 jours. C'est long. Oui, c'est long. Thomas, tes amis s'ennuient. The English talk about the weather, the French talk about their life. Au bout de quelques mois, on me laissait sortir. Je pouvais aller au village, acheter des cigarettes, des journaux. Sinon, il y a un cross, cet après-midi, là, dans le patelin d'à côté. Des mecs et des filles venus un peu partout. Je sais pas si ça vous tente. There's a race nearby in the village. But you sure it's okay with your family? Yeah. Mais il y a peut-être toujours cette tentation de s'inventer une vie. Peut-être quand la vie qui vous est proposée ne va pas, il faut beaucoup de ruses pour arriver à quitter les grands sillons et les grands rails. Mais la réalité peut être déceptive, elle peut être décevante, ou alors elle peut être aussi une forme d'accomplissement ou de réconfort. Par exemple, dans Mal de Pierre, et ça, c'est pas dans le roman, oui, à un moment donné, cette femme qui a rêvé sa vie, elle doit comprendre qu'elle l'a rêvée, et que celui qui est à côté d'elle, en l'occurrence son mari, l'a laissé rêver. Pourquoi ? Parce qu'il l'aime. Et que donc cet amour, il est finalement apprécié dans toute sa force, sa vérité, son ampleur. C'est la fin du film. Et elle lui demande pourquoi tu m'as laissé croire. Et il répond parce que je voulais que tu vives. Pourquoi tu m'as rien dit? Je voulais que tu vives. Quand j'essaie de voir de voir ce qu'on appelle un dénominateur commun, mais souvent c'était des personnages qui, comme le fils préféré, qui au début du film sont pris dans des... On ne sait pas pourquoi, lui il a un problème avec l'argent, il perd l'argent alors qu'il est tellement... C'est un bon travailleur, il gère bien son hôtel, Ibis, mais pourtant l'argent le quitte, l'argent, il n'arrive pas à le garder, il n'arrive pas à en profiter, il n'arrive pas à avoir une relation raisonnable avec l'argent, et on comprend peu à peu le mensonge qui s'est inscrit dans sa vie, le secret des autres. J'ai besoin d'argent. 30 briques. C'est beaucoup, 30. Pour moi, oui. Pour moi aussi. On les a pas comme ça dans un tiroir. Et puis, est-ce que c'est vraiment un service à te rendre? Philippe, je suis vraiment dans la merde. J'en doute pas. Les 30 briques, moi, je les ai pas. Tu veux dire que pour moi, tu les as pas? Si tu préfères. Pourquoi je te les prêterais? Donne-moi une raison, ça fait 10 ans qu'on se parle plus. Tu me vois en train de te signer un chèque en te disant t'as bien fait de venir, je suis très content de te revoir, allez, sans rancune. Tu voyais ça? Non, je voyais pas ça. Alors pourquoi t'es venu? Parfois, l'argent me permet de faire une sorte de trait un peu radical et très visible sur les gens qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Ça me sert souvent Enfin, c'est en tout cas la première dramaturgie que je mets en place, parfois pour raconter un personnage. Le fils préféré est aussi le film d'une illusion qui se heurte à la réalité. Pas une illusion dans le cas du fils préféré. C'est quelque chose qui va se déchirer, qui va lui montrer la vérité. On le voit bien dans les derniers plans du film. Il peut en faire revenir devant sa fille, et sa fille le regarde comme quelqu'un qui s'est réparé, qui s'est retrouvé. Je souhaite le meilleur pour mes personnages. Je les aime autant que les acteurs qui les incarnent. Avec l'adversaire, elle se penche sur l'affaire Roman, où un homme dont la vie entière repose sur un mensonge tue femme et enfant pour ne pas être découvert. C'était une histoire qui avait fasciné en même temps, horreur et fascination, comme souvent dans les faits divers, de cette importance-là. Parce qu'il y a quelque chose effectivement de nous qui se montre là, qu'on ne veut pas voir, mais qui est quand même là et qu'on regarde avec des regards parfois très, très particuliers, très impurs.
Mais voilà, je l'avais laissé passer, ce fait divers. Et puis, il y a eu le livre d'Emmanuel, qui lui avait assisté au procès d'assises. Et ce précis était tellement magnifique que, enfin, il dépassait le terreau du fait divers vers un personnage tragique. Et c'est ce personnage tragique que j'ai... En fait, où là aussi, on pouvait voir l'enfance. Père Castor, raconte-nous une histoire. Même deux histoires. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Père Castor, non, j'ai rien, je vais regarder la fin. Raconte-nous deux histoires. Père Castor, Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Lis-nous dit, une histoire encore mon petit. Vincent, on monte, je vais prendre tes températures. Grignote Benjamin, on t'écoutera bien. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Quels sont devenus les diplômes de classe? Il y a un retour au réel. Bon, dans le cas d'un roman, là, c'est sans espoir, bien entendu, mais ce retour au réel, il est pas forcément négatif ou décevant. Mais le dernier mot de l'adversaire, c'est quand même... c'est vrai quand on le retrouve comme ça, brûlé, mais ayant échappé à l'incendie, parce qu'il voulait y échapper, son ami, joué par François Cluzet, disait il est vivant. Donc c'est encore une phrase, même si c'est appliqué à un homme qui venait de faire des crimes de sang, enfin, c'était quand même une phrase du côté de la vie. Il est vivant. Ça sert à ça, le cinéma aussi. On peut exprimer quelque chose de l'amour qu'on a pour, disons, pour les autres. En tout cas, la curiosité qu'on a pour les autres. C'est ça peut-être qui est peut-être le plus important. Et d'arriver voilà, au désir de réparation, qu'ils soient mieux à la fin du film que dans l'ornière où je les ai trouvés au début. Mais toujours longtemps un mouvement ascendant comme ça pour eux. Sans pour autant faire des happy end triomphants. Mais j'appelais ça des happy end tremblés, quoi. C'est tout ce qui vont mieux, mais qui demandent à être confirmés. Parallèlement à cette carrière éblouissante de réalisatrice, Nicole Garcia a poursuivi le chemin de l'actrice, avec de belles rencontres, comme celle de Claude Miller pour Betty Fischer et autres histoires, en 2001, et La Petite Lily, l'année suivante. Miller parlait très bien des blessures. Je l'ai rencontré à une époque où j'étais pas très heureuse, donc ça m'allait très bien de le suivre dans ses précipices. Et c'était bien aussi, dans ce film, Betty Fischer et autres histoires, de rencontrer Sandrine Kiberlin. La vie n'est pas facile, les sentiments sont contrariés, la vie contrarie les sentiments. C'est pour ça que j'aimais beaucoup son interprétation de La Petite Lily, qui était une adaptation de la Mouette de Tchekhov. Parce que comme Tchekhov, il racontait tout le désordre qu'il pouvait y avoir dans les esprits quand la vie ne tient pas les promesses. Voilà, la douleur que ça représente quand la vie ne tient pas les engagements qu'on pensait qu'elle avait pris avec nous, pauvres que nous sommes. C'est la confrontation entre un cinéma installé et puis un jeune réalisateur qui va arriver et on lui dit bah oui, mais ce que vous faites, ça verra jamais le jour parce qu'il faut composer avec les lois du marché. C'est d'ailleurs ce que lui dit Nicole Garcia. Elle présente mon film au tout début, mon court-métrage. Il y a une personne qui compte pour toi, c'est ta mère, et t'aimerais qu'elle puisse recevoir le film comme ça calmement. Et puis non, elle te le dézingue tout le temps. Si bien que moi j'arrête la projection et puis je dis bon allez, ça c'est de la merde, toi t'es méchante, toi tu me fais chier. Je suis parti en claquant la porte, il y avait Bernard et Giraudot qui étaient juste à côté.
Bon, il s'est pris la porte en pleine tronche. Je voulais pas vous emmerder plus longtemps, mais vous me faites chier. Yvan, attends, Juliette, attends une seconde. Qu'est-ce qu'il te prend, ça va pas, non? Toi, t'es une femme méchante. T'es quelqu'un de méchant. Mais t'es malade ou quoi? Mais attends, on a quand même le droit de réagir, non? Si tu montes ton film aux gens, il faut accepter la critique. Et de quelle critique tu parles? Tu veux qu'on les regarde ensemble, les films que tu fais avec lui? C'était cette actrice un peu si narcissique, si pleine d'elle, qu'elle ne voit pas, voilà, le malheur des autres, et en particulier de son fils. Autre rendez-vous important dans sa filmographie, celui avec Claire Simon, qui, entre fiction et documentaire, installe sa caméra Gare du Nord. Je sentais que voilà, c'était une aventure singulière pour un acteur, de se plonger dans cette gare, d'être avec les gens, d'être en première ligne au contact des gens en plus, puisque mon personnage fait des enquêtes, il est sociologue, qui tombe plus ou moins amoureux de cette femme jouée par Nicole Garcia. On vivait au rythme de la gare. Voilà, donc nous on jouait et la gare était notre cour de récréation pour nous amuser. Et pour le coup, moi j'ai pas du tout l'image de Nicole Garcia en contrôle sur cette aventure. J'ai au contraire l'image d'une femme qui retrouve le geste enfantin de se plonger dans un lieu, au milieu des gens, dans une histoire, guidée par une réalisatrice à laquelle elle fait totalement confiance et un lâcher-prise total. Et surtout une grande joie. Voilà. C'est vraiment... je me souviens de l'enthousiasme de Nicole quand on commençait les journées de tournage. Je me souviens du peu de confort qu'elle demandait, qu'elle pouvait exiger, et au contraire de la gourmandise qu'elle avait à être là dans un couloir de métro de la Gare du Nord, assise sur un tabouret pliant entre deux prises, et heureuse de vivre ça, et je l'étais aussi, quoi. Alternant entre le jeu et la réalisation qui lui prend en moyenne 4 ans, Nicole Garcia est sur tous les fronts. Dernier opus en date, Amant. Thriller qui détonne par sa facture classieuse. Amant est un film noir, c'était quelque chose qui était un film noir et glacé comme un thriller, quelque chose qui est un trio, et quand on dit trio, on sait que ça ne peut pas finir de manière douce, tout le monde le sait, les protagonistes aussi, et la balle est lancée, et voilà, savoir comment ça va retomber qui est l'enjeu. Lars Reinhardt, il est en Allemagne, il s'occupe de quelqu'un. Mais je sais pas quoi faire. Bon, écoutez, là. Oui, c'est ça, proposez. Dites-moi, vous savez conduire? Oui. Je dois aller demain matin à Zurich. Un aller-retour dans la journée. Si vous pouviez... Enfin, si vous êtes libre, vous fixez votre prix. Je crois pas... C'est oui ou c'est non? Oui, non, ouais. Bon. Oui? Oui. Bon, très bien. On part tout à l'heure. 5 heures. Je vais vous montrer votre chambre. Il y a beaucoup de choses qui me sont très personnelles dans chacun des films. Ils viennent de mon histoire la plus intime, hein, mais qui est voilà, comme qui est noyé ou qui est enfilé dans la fresque, quoi. A décidé de faire des films. Et elle a bien fait, parce que c'est des beaux films. Hein. C'est devenu quelqu'un de majeur dans le cinéma français, quoi. Surtout chez les femmes. Elle a un cinéma très, très personnel, très à elle. Il y a une marque, Nicole Garcia. Nicole, c'est l'élégance. C'est toujours à la juste place. Elle a une grande énergie. C'est quelqu'un qui a vraiment un feu en elle. Il y a une passion de ce métier, il y a une passion de la vie, il y a une passion des gens qu'elle rencontre, de l'humain. Et puis, il y a quelque chose de viscéral dans son cinéma qu'elle donne vraiment sur le plateau. Il y a un panache
y compris dans les hésitations qui la font se mouvoir.